Bon, j'arrête parce que ça marche pas. J'arrive pas à faire le minuteur. J'arrive pas à le faire fonctionner. Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Il a encore bugué. Je vais devoir trouver une solution. Ça a encore bugué. Désolé. Salut à Hypno, salut Hypnor, salut Zipex. Merci d'être là et de retour après le live d'hier. Vous avez prévenu, on va accueillir d'ici quelques minutes Kevin Vessière. Kevin Vessière qui est le... Salut Markovic. Kevin Vessière qui est l'europropriétaire et l'eurorédacteur du compte Twitter FC Geopolitics, que certainement vous devez connaître et suivre, puisqu'il y a maintenant beaucoup d'abonnés, qui s'est spécialisé dans la vulgarisation et dans le traitement des affaires géopolitiques appliquées au football, et qui, avec des threads toujours très très intéressants, des fils toujours très intéressants. Donc on aura l'occasion d'en discuter avec lui. Et il vient aussi, occasion spéciale, il n'a pas tardé à se connecter, occasion spéciale, il vient aussi pour nous présenter son livre. Parce qu'il sort un livre, il sort un livre le 9 juin, que je vous montre. Il sort un livre le 9 juin à Football Club Geopolitics, aux éditions Max Milo. Donc mardi prochain, le 9. Donc j'attends qu'ils se connectent. Salut à tous. Alors le thème ce soir Hypnor, donc FC Géopolitique. On va parler une heure parce qu'après à 20h, je dois vous quitter. On va tous devoir se quitter pour se préparer au match de ce soir, au retour de Karim Benzema contre le Pays de Galles. Donc on va comme ça pendant une heure traiter de l'actualité sportive, footballistique, parler de son livre, parler de son parcours, répondre à vos questions, toujours très pertinentes et intéressantes. On va aborder les choses très, très, très calmement, très sereinement sur l'avenir du foot français, sur sa vision qu'il a du football français et international. C'est sûr qu'avoir le profil d'un géopolitologue ou géopolitologue, ça peut être assez intéressant. Tu dois analyser l'impact économique du retour de Benzema après ça. Non, je vais juste supporter et applaudir le retour de Karim Benzema en équipe de France. Moi, je suis très content de son retour. J'étais attristé, déçu, triste de ne pas le voir depuis 5 ans. Et je m'étais fait une idée, je m'étais fait une raison. Et là, très content d'avoir eu cette bonne surprise d'un retour en équipe de France. Salut Boomer sympa. C'est sympa d'être là. J'avais dit de venir à 50 à Kevin, donc on va attendre calmement qu'il arrive. Je vous remets la couverture de son livre, comme ça lui fera de la pub. Faut que je recharge à chaque fois, c'est chiant ça. Attendez, tac. Donc FC Géopolitics, 22 histoires. Ah bah voilà. Ah, il s'est créé un compte. Il s'est créé un compte Twitch. Il va lancer sa chaîne Twitch. Ça y est, il va le faire depuis le temps qu'il en parlait. Eh ben, le voilà. Et ta caméra n'est pas allumée. J'attends que je te lance une fois que ta caméra sera... Je ne sais pas si j'ai du son ou... Ah, hop. Normalement, c'est bon. C'est bon, est-ce que tu m'entends bien ? On t'entend, c'est parfait. Très bien. Super, merci de l'invitation. Un son en plus très parfait. Ok. On a investi pour l'Euro. Ah oui, j'en ai pas parlé. Pour l'Euro, pour les podcasts. Oui, c'est ça, effectivement. Puis, tu vas lancer des podcasts avec François Pinet ? Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Je vais lancer des podcasts avec François Pinet. Ça va être un petit peu des histoires autour de l'Euro, mais ce sera plus des pastilles auditives de 5 minutes. Donc, Et on pourra les retrouver sur quelle plateforme ? Ce sera sur toutes les plateformes disponibles. Là, moi, je le fais avec Podio qu'ils ont lancé, qui est entre guillemets un peu l'agence de prod qui fait ça. Et puis ensuite, ce sera disponible sur toutes les plateformes, sur Spotify et les autres. Et puis ensuite, ce sera à partir du 11. Et puis chaque jour, à chaque match, il y aura une petite histoire sur un match un peu particulier, sur une sélection, en essayant d'aller au-delà du simple match et du simple résultat.
Que des chemins parcourus. Je te l'ai dit, je t'avais dit hier, on a des amis en commun. On en parlait hier justement avec Erwan Tisson. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai appris aussi par hasard que donc tu connaissais parfaitement et très bien Brian Coder, Quentin Deforge. Ouais, c'est ça, on a un passé associatif ensemble, ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'en fait, voilà, pour remettre les choses à leur place, moi j'étais en classe avec Quentin Deforge, qui je crois maintenant il a obtenu un poste de maître de conf à la fac, si je dis pas de bêtises. C'est par contre, après, moi, je sais pas le détail. Je connais plus la suite de la carrière de Brian et d'Erwan. Mais... moi, j'étais en classe avec Quentin Deforge, qui connaissait via la phage Brian Coder, Erwan Tisson et donc toi, qui est une vestiaire. Et il m'a présenté Brian, et c'est vrai que c'est par Brian qu'on a pu commencer à écrire des trucs en économie du foot. Avec son site, je sais pas si parce que toi, je sais que tu avais commencé avec Anthony Alice, tu avais travaillé avec Anthony Alice pour EcoFoot. Non, j'ai pas bossé avec lui. Après, on était beaucoup en lien quand j'ai lancé le FC Geopolitics. Mais non, Tony Alice, je le connais que de Twitter. Et vu qu'il a fait un petit peu le même format que moi, il est parti d'un sujet un peu périphérique du football pour essayer d'agréger une communauté autour. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'échanges avec lui. Donc, c'est vrai qu'on a pu croire qu'on était ensemble. Mais non, c'était pas le cas. Parce qu'en fait, voilà, pour un peu rappeler ton parcours à tous les autres, donc déjà, Kevin Lessière, FC Geopolitics, un compte Twitter qu'on ne présente plus, qui a dépassé les coups. T'es à combien là? T'es à 30 000, 35 000 followers? Ouais, 30 000, ça. Et puis hier, l'émission Popcorn sur Twitch a fait sauter le compteur encore une fois. Donc, je crois qu'en plus, c'est une émission qui, contrairement à la mienne, il doit avoir un truc comme 500 000 ou 1 million de followers. Ouais, c'est ça. Non, mais après, c'est un format différent parce que sur Twitch Popcorn, c'est carrément une émission sur Twitch. Donc le format est en présentiel. Ouais, le format est en présentiel, puis le format entre guillemets est très calibré, quoi. Il y a une grosse équipe derrière. Là, le format de ce soir, il est beaucoup plus libre. On peut parler des choses peut-être plus en profondeur. Sur Popcorn, c'était vraiment pour une chronique sur un thème particulier. D'accord. Et donc, en fait, tu as commencé Comment t'es venue cette idée? Parce que ça fait longtemps maintenant qu'on te connaît sur Twitter. Moi, j'ai le sentiment que ça fait 4-5 ans, non que... En fait, c'est un peu traître parce que mon compte Twitter, il met que je suis né, je crois, en 2000. Enfin, il met que le concept est né en 2014. Mais en fait, c'est que j'avais l'idée en 2014. Non, c'est qu'en fait, avant ça, j'avais créé des blogs avec un peu des initiatives, un peu sur les Coupes du Monde, etc. Et c'était plus pour des projets perso, parce qu'à chaque fois que l'Euro ou la Coupe du Monde arrive, moi, je suis tout fou. Il y a plus rien qui compte à part ça, quoi. Et non, et du coup, j'avais lancé ce type de projet. J'avais lancé aussi des projets autour des interviews de joueurs de foot français à l'étranger pour voir un petit peu leur vécu. Et c'est vraiment à partir de novembre 2019, quand j'avais lu un article sur la chute du mur de Berlin dans France Football, qui montrait un petit peu les liens entre football et chute du mur de Berlin. Et j'avais déjà cette idée un peu en tête de créer quelque chose autour du football, mais pas que. Et je voulais faire quelque chose sur la géopolitique du football, parce que la géographie, le football, la politique, ça m'a toujours intéressé. Et je trouvais surtout pas le bon nom, pas le bon concept. Et c'est vrai que cet article, ça m'a un peu ouvert les yeux. Et j'ai lancé ça, du coup, véritablement, le lancement, c'était novembre 2019, avec un gros sujet sur le football est-allemand et sur la chute du mur de Berlin. Et à la base, le projet, c'était de vraiment faire un genre de blog avec un article par semaine. Et finalement, après, je me suis dit que Twitter, ça pouvait être une bonne plateforme pour diffuser un peu des articles, mais sous un nouveau format. Surtout, j'utilise pas mal de cartes parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant de la géopolitique quand on en parle comme ça. Et après, j'ai fait pratiquement tous mes articles qu'en Fred, et c'est comme ça que ça a fonctionné par la suite. Ouais, parce que alors, je rappelle pour ceux qui auraient l'outrecuidance de ne pas te connaître et de ne pas connaître ton compte, tu racontes en fait, alors c'est limite une quotidienne d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça arrive très souvent, c'est des fils, des threads, je sais pas comment on prononce. J'ai jamais su prononcer. Moi, je sais pas, on dit Fred, je pense. Thread? Ouais, c'est ça. Mais bon, après, voilà. Après, pour moi, ça reste des articles que tu fais défiler. Oui, voilà. C'est un peu des petites BD finalement, tu vois. C'est exactement. En fait, tu prends une problématique liée à l'actualité ou liée à des choses qui peuvent t'intéresser. Moi, la dernière que j'ai pu lire, c'est celle que tu as faite c'est cette semaine, je crois, sur la Corée du Nord.
Oui, ouais, c'était en fin de semaine dernière. Fin de semaine dernière. Et là, tu as fait la Macédoine, c'est ça, la Macédoine du Nord. Macédoine du Nord, c'est un sujet que j'avais déjà fait il y a pas longtemps. Après, je l'ai remis sur Twitter parce que il y avait la Macédoine qui jouait. Là, j'ai fait un petit sujet sur le Pays de Galles, mais peut-être un peu moins poussé que les précédents, parce que c'était un peu pour surfer sur l'actualité. Mais cette question-là de diplomatie par le sport au niveau du Pays de Galles, ça m'a toujours intéressé. Et je me dis que c'était le bon moment pour en parler parce qu'après, moi, il y a toujours, même si parfois certains sujets, ils intéressent beaucoup la communauté, beaucoup Twitter, alors que c'est pas trop connu. Je pense au cas de Montserrat, j'avais fait un sujet sur l'équipe de football de Montserrat. Il y avait un peu d'actualité parce qu'il y avait le match de Montserrat, mais bon, normalement tout le monde s'en moque, quoi. Et le Fred a super bien marché, donc il y a aussi une question un peu d'actualité. Et Corée du Nord, j'avais vu le sujet qui était un peu dans ce mois-ci avec le fait que la sélection de la Corée du Nord était partie des qualifs, donc c'était le bon moment pour le faire. Alors, la question que je me pose, c'est comment tu fais pour choisir les sujets. Alors, tu as un peu répondu, c'est par rapport à l'actualité ou par rapport à ce que peut demander la communauté. Mais surtout, parce que ce qu'on peut noter aussi avec tes threads, c'est le sourçage. C'est la façon dont tu as à chaque fois à tout sourcer, à tout bien argumenter, tout bien présenter. Toutes les informations que tu vas donner, c'est pas des informations qui sont comme ça données à droite à gauche. C'est vraiment à chaque fois sourcé, précisé avec un article qui est lié à une information. Et à chaque fois, tu peux même avoir un véritable travail d'enquête et même de revue de littérature où tu vas piocher sur une bonne dizaine ou quinzaine d'articles français ou parfois même en langue anglaise. Comment tu fais pour travailler? Comment tu fais? Est-ce que c'est le matin, tu as l'idée? Est-ce que tu donnes une semaine pour le faire? Comment tu commences tes recherches? Comment tu te lances? Est-ce qu'en amont, tu rédiges cet article? Finalement, si tu fusionnes tous les tweets, ça devient un article de blog ou même un article de presse. Est-ce que tu le rédiges d'abord en amont et après tu copie-colles pour faire défiler finalement ce texte? Enfin, vraiment, voilà comment tu t'organises. Et combien de temps, c'est vrai que Osler pose la question, combien de temps te prends ces recherches pour un article? C'est vrai que je pense au tout début, j'avais vraiment fait pas mal de. Enfin, je mettais vraiment du temps avant de faire mes articles, donc ça me prenait bien une semaine, bien tout mettre en place. En général, comment est-ce que ça m'arrive l'idée? C'est que je vois une actu ou je vois un match en particulier, je me le note dans un coin de la tête sur une liste. Après, je regarde quand est-ce que c'est peut-être entre guillemets le meilleur moment pour faire la publication de cet article. Et après, en fonction du temps que j'ai de dispo, je commence à faire les recherches et puis ensuite un petit peu effectivement à rédiger cet article, mais je le rédige pas en format écrit comme un article de base, quoi. Je fais vraiment découper par séquence. Moi, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un peu ce format court, genre une phrase, une idée, et qu'ensuite on change, entre guillemets, d'image avec une autre idée et une autre image, mais très vite et en essayant de vulgariser le plus possible, mais sans tomber dans la facilité. Donc c'est pour ça qu'après je m'appuie pas mal sur des articles parce que je peux pas tout dire en un tweet, quoi. Donc je préfère effectivement relayer ensuite un article et puis souvent parfois je reprends des phrases qui sont issues des articles et moi vu que c'est des journalistes ou des chercheurs qui ont fait le boulot avant moi, j'ai pas envie entre guillemets de leur piquer leur boulot et je préfère entre guillemets que mon thread soit une invitation à découvrir les articles ou les boulots des gars qui ont bossé dessus plutôt que moi reprendre leur boulot sans les citer. Ouais, vraiment, ton objectif de départ, c'était de vulgariser l'accès à l'information sous le prisme, effectivement, de la géopolitique. Mais en fait, voilà, c'est pas un travail de recherche à proprement parler, si on pourrait dire, mais c'est un véritable travail de vulgarisation et de volonté de rendre accessible au plus grand nombre toutes les anecdotes, toutes les péripéties, surtout toutes les histoires qu'on a pu avoir dans le football. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'était l'idée de base, hein, c'était de rendre ça un peu plus lisible parce que c'est vrai que dans la presse anglo-saxonne, je voyais pas mal d'articles un peu géopolitique football. Dans la presse française, peut-être un peu moins, même si c'est un article France Football qui m'a donné l'idée et que SoFoot ont quand même beaucoup de papier là-dessus, mais je trouvais que le format peut-être article, moi me correspondait pas forcément plus trop à ma consommation que je fais de l'actu qui passe pas mal par Twitter ou peut-être plus par des vidéos. Et donc, j'avais cette idée-là de faire un petit peu des threads, surtout en utilisant des cartes. Moi, il y avait
Il y a Jules Grandin, qui est journaliste aux Échos, qui faisait pas mal de Fred, qui est infographiste et qui fait pas mal de Fred avec des cartes, etc., pour expliquer un peu l'évolution de la France ou du monde. Et ça m'avait tout de suite parlé. Je me suis dit, faut que je fasse ça pour expliquer l'histoire derrière le pays, pourquoi il y a eu tel match, pourquoi il y a eu telle problématique autour d'un match. Et donc après, je me suis lancé dessus et finalement, j'ai plus du tout fait d'article. Et pour revenir sur le temps, en fait, ça dépend un petit peu des actus. Par exemple, je pense Brexit, Super League ou ces choses comme ça, qui sont un peu des actus chaudes et qui sont finalement un peu plus économie du sport. Ça, j'essaie de le faire assez vite, et de plus en plus, maintenant, entre guillemets, je connais bien le sujet, alors qu'avant, les sujets sur le Brexit ou Super League, c'était pas des sujets où je les maîtrisais forcément. Mais ça demande, faut être assez réactif. Donc 1 ou 2 jours, le temps que ça va prendre. Après, sur des sujets un peu plus que je connais pas du tout, genre Groenland, Montserrat ou des choses comme ça, ou des pays qu'on connaît beaucoup moins, ça va me prendre une bonne semaine. Après, parfois, j'essaye aussi d'avoir des contacts avec les fédés locales, ou de plus en plus d'avoir ce travail un peu de journalistique. Ah ouais, carrément. C'est un peu compliqué parfois de rentrer en contact, mais je sais que pour les équipes CONIFA, donc c'est-à-dire les équipes qui sont pas reconnues par la FIFA, elles sont très friandes d'avoir des contacts avec des journalistes qui s'intéressent à eux. Mais après, là, pour le coup, là, je suis en contact avec la fédération de football d'Anguilla, mais qui me répond pas pour l'instant. Mais c'est l'une des dernières sélections. De quoi t'as dit Anguilla? Anguilla, c'est une petite île en Amérique centrale. J'avais fait un sujet sur Montserrat et j'ai vu que Anguilla faisait du football aussi là-bas, et ils sont avant-derniers au classement FIFA. Et du coup, je pense que je vais faire un sujet là-dessus. Ils jouent ce soir d'ailleurs, donc c'est assez intéressant de voir un peu cet autre côté du football. Et de plus en plus, j'essaie de pousser un peu plus mes sujets, parce que vu que j'ai une communauté derrière, je peux pas me permettre de bâcler mes sujets, quoi. Donc le travail derrière est beaucoup plus important, quoi. Mais est-ce que tu t'imposes une régularité? Est-ce que tu t'imposes une obligation à ce que tu aies au moins tous les lundis, tous les mardis un post, un tweet, un thread, ou tu dis c'est vraiment en fonction de moi, en fonction de ce que je ressens, en fonction de mes informations Après, j'essaie avant de bosser vraiment sur le bouquin, j'essayais au moins de faire une actu par semaine. Après, c'est vrai que la première partie du confinement, j'avais bourriné beaucoup plus, hein. Je faisais au moins 2 ou 3 par semaine, parce que j'avais un peu plus de temps, et puis ça permettait de se changer les idées, ou de faire les sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, parce qu'il y a pas mal de matchs historiques ou de bons moments que tu as envie de retranscrire en Fred. Je pense au cas de l'Afrique du Sud qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations dans les années 90, ou le Nigeria qui fait son sacre au JO d'Atlanta dans le tournoi de football. Ça, c'est des moments positifs que tu as envie de partager et de mettre en Fred, et de mettre en place au niveau de la communauté. Et après, j'ai eu des questions. C'est quoi le dernier au classement FIFA? Ouais, c'est vrai que je me suis posé la question aussi. J'ai pas voulu te couper la parole, mais le dernier classement FIFA, c'est qui? Je crois que c'est Saint-Marin, parce que tu as les îles Vierges britanniques avant. Mais je crois que c'est Saint-Marin. Les îles Vierges britanniques qui avaient été coachées par Andrés Villas-Boas, si je dis pas de bêtises. D'accord, ouais. Ça je savais pas. Il a été 6 mois sélectionneur des îles Vierges britanniques. Ah ouais, ok. À 22 ans. À 22 ans, sa première expérience professionnelle, c'était les îles Vierges britanniques. C'est une bonne expérience, ouais, effectivement. Pourquoi pas, hein. Faut se lancer. En plus, tu pars de tellement loin que tu as tout à y gagner, quoi. Donc ouais, tu vis une expérience. Alors après, lui, si je reprends là cette anecdote précise de Villas-Boas, il expliquait que comme il n'avait jamais été joueur de foot, il n'avait jamais eu d'expérience dans le milieu directement, mais simplement il avait réussi par le destin de la vie. Il avait comme voisin son voisin à Porto, c'était l'ancien entraîneur le Britannique, dont j'ai oublié le nom, mais vous avez certainement retrouvé. Donc, son voisin était entraîneur de Porto. Lui, à 15 ans, il jouait à Football Manager, et il était fou de foot et fou de Porto, donc il lui donnait parfois des conseils ou des recommandations tactiques. Et le coach lui a dit, viens à l'entraînement, viens voir comment on fait, viens dire ce que tu penses faire. C'est Robson, ça. Ouais, c'est Robson. Sir Bobby Robson. Et donc, à 16 ans, il a commencé à entraîner les équipes jeunes de Porto. Robson l'a pistonné pour qu'il passe ses diplômes au Pays de Galles. Au Pays de Galles pour devenir entraîneur. Et donc, il se retrouve diplômé à 21 ans pour être coach. Sauf que 21 ans, inconnu au bataillon, sans aucune expérience, il a beau envoyer ses CV, personne ne veut de lui. Donc, la seule équipe
la seule nation, la seule fédération qui a accepté de recevoir sa candidature, c'est les îles Vierges britanniques. Il avait menti sur son âge, en tout cas, il n'avait pas mis sur son CV, il n'avait pas mis sa date de naissance. Et ils avaient vu, recommandé par Bobby Robson, diplômé de la fédération du Pays de Galles. Donc, c'est sûrement un bon coach. Ils ne connaissaient pas son âge et ils ont vu débarquer un mec de 22 ans, sélectionneur des îles Vierges britanniques. Ça peut faire des bonnes surprises, mais en tout cas, il y a beaucoup de cas comme ça d'entraîneurs qui vont un petit peu, bon là pas forcément les plus connus que Villas-Boas, mais je me souviens d'un article sur foot qui parlait de l'île de Guam ou des choses comme ça, et c'est vrai que parfois c'est des super expériences parce que tu dois vraiment tout construire, quoi. Ouais. Il y a une question que je me posais aussi en t'écoutant, parce que c'est vrai que encore l'histoire, l'économie, les sciences humaines, on a concrètement, on a une idée de ce que c'est, de ce que ça peut représenter comme objet d'étude. Mais c'est sûr, quand on s'intéresse et quand on fait de la géopolitique ou quand on découvre et on s'intéresse à cette discipline, qu'est-ce que ça recouvre en fait la géopolitique? Parce que en t'écoutant, tu nous as parlé du Pays de Galles, tu nous as parlé des nations dernières au classement FIFA, tu nous as parlé de l'Afrique du Sud. En gros, et après tu nous as même parlé du Brexit, de la Super Ligue européenne. Qu'est-ce que concrètement, comment tu pourrais définir ce qu'est la géopolitique? Et toi, à ton niveau, quand tu fais de la géopolitique du football, comment tu pourrais le définir? Et comment tu pourrais présenter concrètement ce que tu fais et tes objets d'études qui sont extrêmement larges, puisque ça va du Brexit à l'avant-dernière nation au classement FIFA? Pour l'aspect géopolitique, même si je n'ai pas la définition exacte, mais moi je dirais que c'est effectivement l'étude des relations politiques, surtout de relations politiques internationales, et qui vont avoir des impacts sur l'aspect politique, économique et social d'un autre pays. Enfin, moi, il y a toujours cet aspect un petit peu, quand je parle de géopolitique, il y a toujours l'aspect géographique d'un pays à prendre en compte. Donc, c'est pour ça que dans mes threads, je tiens à toujours mettre une carte du pays duquel on parle, parce que c'est important de voir un petit peu la géographie du pays, le nombre d'habitants qu'il y a. Et après aussi de comprendre la structure, la construction politique du pays, pour qu'ensuite ça puisse permettre d'avoir, comment dire, un aperçu un petit peu de ce qui se passe avant dans ce pays, pour ce qui peut amener entre guillemets après à la construction d'une équipe de football. Mais le football finalement, pour moi, ça remplace les équipes de football, ça remplace les armées dans une certaine mesure, parce qu'il y a un côté très d'exacerber le nationalisme autour de ça. Il y a le côté drapeau, il y a le côté hymne. Alors certes, c'est pas, on veut souvent nous faire croire que parfois les batailles sur le terrain, c'est un peu la guerre, et parfois ça peut être le cas, mais ça reste quand même des rencontres amicales, et je pense que ça a contribué à apaiser les relations au niveau international, même si effectivement le sport ne peut pas tout remplacer, que parfois les situations diplomatiques sont tellement intenses que ça peut pas tout régler. Mais je pense qu'il y a vraiment ce biais d'identification nationale par le prisme des équipes de football. Tu avais fait un truc sur Karim Benzema et sur l'hymne des Bleus par Youssoufa et par la récupération du Front National, ou c'est vraiment politique? Pas du tout. C'est plus de la géopolitique. Ouais, pour moi là, c'est plus de la Enfin, déjà le débat, je le trouve. Ah oui. Je le trouve à gerber, quoi. Mais ensuite, non, pour moi, c'est vraiment plus de l'aspect politique national. Après, c'est vrai que parfois, je me pose la question, quand il y a des sujets économiques, est-ce que c'est vraiment géopolitique ou pas? Par exemple, dans le cas de la Super League et Brexit, oui, forcément. Parce que voilà. Mais parfois, parfois, moi, on me pose la question, et après, je m'interroge aussi. Je me dis, ah oui, c'est vrai. Est-ce que ça recoupe ce champ-là? Et moi, je me dis, bah oui, Brexit, tout à fait. Et puis Super League, ça remet en question tout le football européen, même aussi. Et puis, vu que les championnats nationaux européens, c'est quand même ça dépasse le simple cadre de football. C'est quand même des totems dans certains pays. Ça touche effectivement un aspect autre que le football, quoi. Donc effectivement, ouais, c'est ça. Alors, il y a Zipex qui dit, ça me rappelle une guerre qui a failli être déclenchée entre deux pays à cause d'un match de foot, histoire connue. Ah oui, tout à fait. Ça pourrait être l'instant promo, parce que j'allais en parler justement. je l'avais fait en thread, mais je l'ai aussi écrit dans le bouquin. Donc c'était Honduras-Salvador, un match de qualification mondiale des années 70.
Et du coup, ça a été surnommé la guerre du football. C'était surnommé la guerre du football parce que tu avais un journaliste à l'époque qui couvrait l'événement et quand il a fait son article, il appelait ça la guerre du football, mais bien après, tout le monde l'a su parce que c'était Honduras-Salvador et que personne ne s'intéressait à l'époque. Et en gros, ce match de football a basculé dans la guerre parce qu'il y avait une situation tendue entre les deux pays. Tu as deux pays d'Amérique centrale qui sont très proches, mais qui ont des situations démographiques très proches au niveau culturel et qui ont une situation démographique très différente. Tu as le Honduras qui a un grand territoire, mais qui n'a pas beaucoup de population, et tu as le Salvador qui est un tout petit territoire et qui a énormément de population. Donc toute la population du Salvador va dans Honduras. Et à la tête de ces deux pays, tu as des dictatures. Et ils vont, entre guillemets, favoriser les grands propriétaires terriens par rapport aux populations pauvres, quoi. Et donc, et ben après, ils vont dire que, entre guillemets, là, quand les Salvadoriens vont avoir les terres au Honduras, les gouvernements des uns et des autres vont accuser, entre guillemets, ceux qui veulent des terres d'être les responsables, alors que c'était plus des réformes politiques à mettre en place. Et la situation va être telle, le nationalisme va être tellement exacerbé que ça va y avoir pas mal d'incidents au niveau de la frontière. Et puis dans ce contexte-là, tu vas avoir un match de football. Et là, match de football, ça bascule dans l'horreur, un peu dans la guerre. Bon, après, il y a des cas un peu plus cocasses où les équipes n'arrivent pas à dormir parce que tu as les supporters salvadoriens quand le Honduras vient au Salvador qui font le boucan dans l'hôtel. Et puis, du coup, le match arrive à se dérouler, mais 2 jours après il y a 3 matchs, et après le dernier match, c'est le début de la guerre, mais la guerre, elle dure pas beaucoup de jours, quoi, parce que c'est des États qui sont pauvres, donc du coup, la guerre dure 3 jours, mais c'est juste parce qu'ils avaient envie de se taper dessus, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce cas-là qui est dans le bouquin. Mais c'est pas une guerre du football. Ça a pu contribuer, mais c'est pas le football qui a engendré cette guerre-là. C'était avant tout des tensions politiques bien avant, quoi. Ouais, c'est pas le football qui a été l'élément déclencheur. C'est ça. Il a accéléré le processus, mais il y avait déjà les tensions. Ouais. Parce que donc, justement, instant promo, j'ai mis la couverture, mais je vais la remettre. Instant promo, tu sors. J'ai même le format. Ouais, parce que je ne l'ai pas reçu. Bah oui, je sais, c'est bizarre ça. Mais tu me dis que c'est pas, il y a pas que moi. C'est pas toi, c'est la poste de chez moi. Okay. J'ai plus aucun courrier depuis une semaine, donc ça doit être une problématique de la poste. Le bouquin, il est là, il s'affiche sur l'écran. Tu sors donc le 9 juin prochain aux éditions Max Milo, Football Club Geopolitics. 22 histoires insolites sur la géopolitique du football, avec une préface, d'ailleurs, que j'ai pu commencer à lire, puisque tu m'as envoyé la gentillesse de m'envoyer ton livre en format PDF, de Pascal Boniface. C'est ça. Alors, on dit, j'avais ce débat avec moi-même tout à l'heure, on dit géopolitologue ou géopoliticien? Moi, je dirais géopolitologue, mais je ne sais pas s'il y a un terme possible. Je ne sais pas, géopolitologue, ça parle bien. Géopoliticien, ça fait, je sais pas. J'aime pas. Géopolitologue. Si, je crois, en plus, si. Parce que je crois que politiciens, c'est des hommes politiques, et les politologues, c'est ceux qui étudient la science politique, je crois. Donc on dirait géopolitologue. Il faudra poser la question à Jean-Baptiste Guégan. Oui, et à Pascal Boniface, qui est donc directeur de l'IRIS, géopolitologue, qui est ton préfacier. Et donc ce livre chez Max Milo qui sort donc le 9 juin prochain, avant l'Euro, alors que j'ai parcouru, que j'ai la joie et le plaisir de parcourir, malheureusement et pas lire en intégralité, mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, donc déjà 22 histoires insolites. Tu reprends pas, là je précise, ce sont des histoires inédites, hein, c'est pas des reprises de tweets que tu avais fait avant. Peut y avoir quelques reprises de tweets, mais bien plus fournies que ça avait été un tweet. C'est bien plus fourni parce que moi, mes threads, je les vois plus comme des introductions, des invitations pour le lecteur à aller plus loin. Et là, pour le coup, là par contre, c'est l'histoire de A à Z sur certains sujets, mais il y a aussi pas mal de sujets inédits et puis il y a pas mal d'histoires consacrées à l'euro. Après, j'en ai quand même consacré au-delà du monde, quoi, pour garder un peu cet aspect international, mais pas mal autour de l'euro, ouais. Ce qui était super intéressant d'ailleurs, ce que j'ai pu commencer à lire, c'était que tu as commencé en prenant justement l'euro en point de mire. Tu as commencé par l'histoire du football européen, et en l'occurrence, tu parlais tout à l'heure du football qui est capable, qui va se substituer au conflit armé, où tu rappelais l'histoire
et la création de l'UEFA et de l'Euro de football, de la Coupe d'Europe, mais aussi des Coupes d'Europe des clubs, qui partaient aussi, et peut-être avant tout, mais aussi, d'un intérêt géopolitique, d'une recherche de paix durable entre les pays européens, où tu commences tout ton chapitre avec le point de mire, c'est l'euro. Tu commences en partant de la Première Guerre mondiale, des conflits européens, des tensions européennes qui sont maintenues après la Première Guerre mondiale, et de la volonté, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, dès les années 50, à vouloir instaurer une paix durable entre tous les États et tous les pays du continent, via la création de l'Union européenne, pour une Pax économique, une Pax Economica, une paix économique, avec l'Union européenne, mais aussi une paix sportive avec la création de l'UEFA. Et ça, c'est vrai que tu le présentes très bien. Et c'est franchement, j'ai donné, moi, cette année à la SMS, l'école où je donne des cours, leur prof d'histoire avait démissionné en début d'année. Et on m'a demandé, moi, prof d'éco, de donner des cours d'histoire du sport. Et ton chapitre, qui fait 10 pages, mais qui est vraiment, je trouvais très bien écrit. Ouais, j'ai essayé aussi de faire des chapitres entre guillemets courts, mais à la fois longs pour pas perdre le lecteur. Moi, justement, ce que j'ai trouvé, c'est que en lisant des livres pour mettre à la page et me mettre à jour d'histoire du sport, peu sont dans la tentative de vulgarisation. Beaucoup sont dans une volonté de. Alors, je dis pas que c'est pas bien, c'est un but qui est louable, mais ils sont vraiment dans un but de démontrer, de prouver, d'expliquer, d'appliquer, et ça prend souvent bonne cinquantaine de pages à expliquer tous les tenants et les aboutissants. Et toi, en 10 pages, on comprend tout. On arrive à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi l'euro, qu'est-ce qui s'est passé dans quel contexte économique, quel contexte politique, quelle a été la volonté de mettre en place. Vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Et alors, j'imagine que c'est pareil pour tous les autres chapitres. Et en gros, tu as séquencé avec... Il y a un chapitre de l'euro avec justement les matchs qui vont avoir lieu. Tu rappelais Russie, Ukraine, Angleterre-Écosse. J'ai plus en tête les autres que tu mettais dans. Après, pour l'Euro 2021, ouais, je parlais aussi d'un peu de la Turquie, de la Hongrie. Ouais. Il y a la Macédoine du Nord aussi. Ouais. En gros, tu as fait l'histoire du football européen, l'Euro 2021. Mm-hmm. Après, il y a, je pense, un chapitre que je vais adorer. C'est sur donc tu sais, c'était les con FIFA, enfin les con FIFA, enfin la CONIFA. Et en la fait, CONIFA, voilà. J'ai dû toutes changer les équipes qui ne sont pas affiliées à la FIFA. J'ai dû changer le chapitre en cours de route parce qu'il y avait un euro, enfin à la base, c'était l'an dernier, juste avant l'Euro 2020, il devait y avoir la Coupe du Monde 2020 de la CONIFA qui était en Macédoine du Nord. J'avais une opportunité en plus pour y aller, donc ça me tentait bien d'aller voir toutes ces nations qu'on ne connaît pas. Et du coup, ils avaient dû annuler. Et là, cette année, ils ne l'avaient pas refait, mais ils avaient fait un Euro CONIFA qui devait avoir lieu à Nice juste avant l'Euro. Et du coup, mon chapitre s'intitulait, entre guillemets, l'autre Euro de football, pour faire un petit peu ce lien avec Euro. Mais bon, ça a été annulé. Et bon, avant que le livre soit clôturé, j'ai fait « Oh là là, c'est annulé, il faut que je change ». Mais bon, du coup, j'ai quand même présenté la CONIFA. Et après, je présente une autre sélection que j'ai pu présenter un petit peu succinctement dans un thread, c'est la Laponie. Et après, les équipes de CONIFA, ça pourrait faire tout un livre, parce qu'il y en a tellement. Il y a qui dans la CONIFA, en fait ? Comment ça se fait que... CONIFA, c'est assez divers parce que du coup, comment c'est décrit par l'organisation en elle-même, c'est ça regroupe des États, des minorités, des régions qui sont pas reconnues par la FIFA, mais ça peut être très, très variable parce que du coup, tu as le Kurdistan, par exemple, qui est une population sans État. Mais tu peux avoir, par exemple, ceux qui ont gagné la première Coupe du Monde de la CONIFA, c'est le comté de Nice, mais eux, ils n'ont aucune volonté d'indépendance. Le comté de Nice, ouais. De la ville de Nice pas de la ville de Nice, je pense que c'est de la région historique. C'est la région niçoise. Ouais, c'est ça, voilà. Okay. Et là, c'est beaucoup plus régional pour porter un petit peu cette identité-là. Donc, c'est assez particulier. Après, moi, il y a un cas qui m'avait pas mal parlé. C'était parce que j'avais échangé avec le sélectionneur. C'est le cas des îles Chagos. C'est une population de l'océan Indien. On connaît le territoire parce qu'il y a l'île de Diego Garcia, mais cette île, elle a été récupérée par le Royaume-Uni. Elle a expulsé la population là-bas et après, elle a vendu l'île aux Américains comme base militaire.
Et du coup, maintenant, les Chagossiens, ils sont soit sur l'île Maurice, soit en Angleterre, c'est là où est basée l'équipe. Et eux, ils se battent pour, entre guillemets, pour dire que voilà, ils veulent récupérer leur territoire. Bon, c'est malheureusement face à de tels États, c'est un peu peine perdue, mais on voit que le football, ça demeure l'un des meilleurs moyens pour faire valoir leur cause. Donc voilà, ça peut être assez divers, hein. Ça peut être vraiment pour porter un intérêt régional, mais sans vouloir forcément créer un État derrière, ou ça peut être ce genre de choses-là. Donc t'as combien, je sais plus, t'as une cinquantaine de fédérations qui sont présentes dedans, avec plus ou moins d'intégration à la CONIFA, parce que vu que c'est amateur, c'est quand même compliqué d'avoir une sélection sur 5-10 ans, quoi. Faut quand même gérer tout ce qui est bénévolat, etc. Ça dépend un petit peu des équipes en place, mais c'est très intéressant, ouais, effectivement. Mais alors, c'est vrai que alors, je pensais à ça, ça veut dire que par exemple, la Corse, la Bretagne, pourraient ou en faire partie ou en font déjà partie. Alors, Corse, Je savais Bretagne. que la Corse voulait intégrer même la FIFA. Enfin, oui, vous l'intégrez à la FIFA. En fait, certaines équipes qui passent par la CONIFA pour ensuite intégrer la FIFA. Et la Corse, ça a une équipe nationale. Je ne sais pas si elle fait partie de la CONIFA. Je sais que par exemple, tu as aussi l'équipe du Pays Basque, mais qui, elle, fait pas partie de la CONIFA. Par exemple, tu peux avoir certaines initiatives qui peuvent se prendre, mais en dehors de ce cadre de la CONIFA. Mais c'est vrai que la CONIFA s'est imposée là depuis les années 2010 comme l'organisation qui pouvait organiser des compétitions entre ces équipes non reconnues par la FIFA. Parce qu'avant, tu avais plusieurs organisations un peu de ce type, mais elles sont tombées à l'eau assez vite, parce que il fallait, c'est pratiquement parfois un travail bénévole, donc il fallait gérer ça sur le long terme, quoi. Je regarde. Vas-y. Non, vas-y. C'est vrai que ça prouve à quel point le football, que ce qu'il soit reconnu par la FIFA ou non officiel, est un moyen en tout cas, au-delà du moyen, a une visibilité ou un potentiel de visibilité considérable. Si une région, si une population, si une entité veut s'afficher, veut se montrer, veut défendre ses idéaux ou défendre ses intérêts, elle le fait à travers le football. C'est pour ça à quel point c'est un objet politique à part entière. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fonctionne, la géopolitique du football. Ces pays-là, ces populations, ces régions, je ne sais même pas comment je pourrais l'appeler, ces entités, existent aussi à travers le football. Elles existent, elles ont une existence à part entière, non pas parce qu'il y a des gens qui les représentent, mais elles existent parce qu'elles ont une équipe de foot. Et donc, à partir de là, elles ont un drapeau, elles ont un hymne, très certainement, elles ont un maillot, elles ont un fanion, elles ont une identité propre. Le football aussi sert, comme autrefois, comment on pouvait reconnaître l'existence d'une armée, enfin, l'armée ou un État existait parce que tu avais une monnaie, tu avais un drapeau, tu avais un hymne, tu avais une armée. Aujourd'hui, tu peux admettre l'existence d'une entité via ton équipe de football. Encore une fois, je répète, c'est pour ça à quel point ça touche la géopolitique, et je trouve ça passionnant, en fait, et très intéressant. Le cas que tu évoquais, ça m'a fait penser une histoire encore qui est dans le bouquin, c'est sur l'île de Pâques. Et, alors j'ai lu ça. L'île de Pâques, c'est extraordinaire. Équipe de foot. Mais moi, en plus, c'était l'an dernier, quand j'avais voulu faire c'était pas très loin du jour de Pâques, quoi. Et je me dis, tiens, est-ce que sur l'île de Pâques, il y a du football? J'ai commencé à chercher et j'ai passé, je sais pas, 2-3 heures dessus. Puis après, j'ai continué mes recherches et il y avait vraiment du football à l'île de Pâques, et j'ai vu que c'était même pas juste, je sais pas, 2-3 joueurs qui tapaient dans un ballon. C'était vraiment fédéré. C'est comme ça depuis les années 70. Et comme tu en parlais, effectivement, ça m'avait pensé au cas de l'île de Pâques, qui avait joué un match contre le grand club chilien Colo-Colo, et ils avaient fait une danse traditionnelle. Eux, c'est pas le haka, mais c'est le hoko. Et ils l'avaient fait face à cette équipe de Colo-Colo, et pour eux, c'était très important de pouvoir faire cette danse avant le match, parce que c'était un symbole de leur culture Rapa Nui, qui est un peu parfois, synthétisé seulement via les statuts, mais derrière, il y a quand même une population qui est toujours sur place, qui se bat pour, si ce n'est pour avoir une indépendance, parce que c'est quand même compliqué. Après, l'indépendance, ça implique de pouvoir vraiment se gérer tout seul, et l'île de Pâques, c'est un territoire très isolé, mais au moins d'avoir une plus grande autonomie, et surtout d'avoir une
comment dire, de retrouver un petit peu leur patrimoine culturel qui a été un peu spoilé durant les années où ils ont été colonisés, quoi. C'est un moyen de défendre ses valeurs et son identité. C'est pour ça d'ailleurs aussi que la Corse ou la Bretagne voudrait bien avoir. D'ailleurs, j'ai regardé voudrait bien soutenir son équipe. Corse-Bretagne, ça y est pas dans la CONIFA, mais je sais qu'il y a la Sardaigne en revanche. Mais je sais qu'il y a une équipe de Corse et il y a une équipe de Bretagne. Ouais. Mais Ça, je savais qu'il y en avait. l'équipe de Bretagne, j'ai plus trop d'actu dessus, mais je sais que Corse, il y a quelque chose. Et que, je sais pas si. Enfin, Pays Basque, Catalogne, je crois qu'ils font des sélections. Enfin, ils regroupent des joueurs. Ouais. Ils regroupent des joueurs, mais c'est pas dans la CONIFA, mais c'est parce qu'ils le font de manière peut-être plus épisodique. Effectivement. Ouais. Alors, il y avait une question de Maskia87. Bonjour, est-ce qu'un rapprochement Belgique-Pays-Bas est toujours d'actualité pour un championnat commun Benelux plus fort? Alors, je sais pas si toi, tu es au courant de si ça va se faire ou non. Et ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que ça peut être intéressant d'un aspect géopolitique et même économique, de cette union comme ça de pays pour la formation d'un championnat supposé plus compétitif. Est-ce que d'abord, avant le cas spécifique de la Belgique et des Pays-Bas, tu as en tête comme ça des unions de pays pour constituer une équipe soit nationale, soit un championnat plus performant? Là, en exemple, il n'y en a pas forcément qui me viennent en tête, mais après, là, le cas effectivement Belgique-Pays-Bas, c'est un cas effectivement, ça peut être un cas géopolitique, mais c'est un cas économique et qui va d'autant plus se poser avec tous ces projets de ligues fermées ou de fusion de ligues qui se mettent en place. Le projet Benelux, il peut forcément prendre de l'ampleur si les clubs décident entre eux de vouloir s'unir. Et c'est vrai que c'était assez avancé, je crois, il y a un an, mais je ne sais pas si c'est encore d'actualité à présent, quoi. Il me semble qu'il y a 3-4 mois, la Ligue, je ne sais plus si c'est la Ligue belge ou la Ligue néerlandaise, qui avait commandé, alors c'est déjà à l'étape de la commande, commandé un rapport et une enquête sur la faisabilité d'un championnat d'une union Belgique-Pays-Bas. Donc, ce n'est pas encore dans les petits papiers, dans les prospectives d'une création, mais ils auraient commandé une étude de faisabilité. Donc, ils pourraient envisager est-ce que ça se fasse ou non. Ça, c'est encore une fois à voir. Je sais, il me semble que les équipes de foot, même toutes les équipes sportives du Royaume-Uni aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Écosse, c'est pas le Pays de Galles, c'est pas. Justement, l'Union en football, c'est le Royaume-Uni. Ouais, mais là, c'est un peu différent parce que, en plus, j'avais fini mes recherches sur le Pays de Galles ce matin. Et en football comme en rugby, le fait est que les fédérations nationales avaient tellement de poids, en fait, vu que c'est en Grande-Bretagne que se sont créés le football et le rugby, que après, la FIFA ou l'organe dirigeant du rugby n'ont pas pu imposer une sélection unique pour le Royaume-Uni. Alors que dans le cas du comité international olympique, là par contre c'est le cas, donc c'est peut-être pour ça que au niveau du tournoi olympique de football, c'est l'équipe du Royaume-Uni, parce que dans les règles, ils peuvent pas faire ça. Mais après pour le football et le rugby, je ne sais pas s'il y a d'autres cas pour le côté Royaume-Uni, mais en tout cas si c'est possible que tu aies Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord, c'est parce que les fédérations, c'est des fédérations historiques qui étaient avant la création officielle d'organes internationaux. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont encore là, quoi. Conserver leur indépendance. Ouais. Pour l'Écosse, ouais, effectivement. Occitanie, Monaco font partie de la CONIFA, donc effectivement. Il y a un autre point aussi sur lequel je voulais revenir et qui, moi, n'ont pas interpellé, mais il n'a fait que confirmer ce que je pensais de tout. En fait, si tu veux, c'est par rapport à ce qu'on avait avec Erwan hier, Erwan Tisson. On a discuté, on a parlé de toi justement, à ce qu'il me dit, c'est vrai que tu connais Kevin Vessière. Ah oui, on a un ami en commun, Quentin Deforge. Et je fais le parallèle avec ce que écrivait et ce que écrit Pascal Boniface dans ta préface, où Erwan disait que finalement, dans le football et dans toutes ces disciplines, je dirais, populaires, très peu ont eu cette ambition de vulgariser la matière, en tout cas de vulgariser l'objet et de l'attacher à des analyses plus précises comme l'économie, la sociologie, l'histoire, la géopolitique. Et en fait, Erwan me disait,
en parlant de toi, mais aussi en parlant de moi, de nous deux, en fait, que c'est vrai que personne avant vous, que ce soit en économie ou en géopolitique, n'avait voulu transmettre, vulgariser, démocratiser le football sous le prisme de l'économie et de la géopolitique. Et je fais aussi le parallèle avec ce qu'écrit Pascal Boniface dans ta préface, où il explique que finalement, lui qui avait eu l'ambition de faire un peu comme toi dans les années 90, il le dit, je ne sais pas si c'était à dessein, mais il explique que pour la Coupe du Monde de foot en 98, il avait eu l'ambition de sortir un bouquin de géopolitique du football et que les éditeurs lui avaient ri au nez et que dans son cercle fermé, les gens se moquaient un peu de sa passion footballistique. Et au final, 20 ans plus tard, il y a toi maintenant qui vulgarise, transmet, démocratise la géopolitique du football. Moi, mais d'autres aussi, comme Bastien Dreux, Lucas Rondel, Richard Duhautois, Christophe Le Petit, Vincent Chaudel, on vulgarise l'économie du football. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que de plus en plus, les gens, en fait, sont demandeurs d'aller au-delà du simple cadre footballistique. Parler du jeu, parler de 4-4-2, 4-3-3, tu supportes quelle équipe, ok, ça on peut le faire, c'est facile. Enfin, c'est facile. N'importe qui ne peut pas le faire, mais ces discours-là, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on les entend. Par contre, écouter, lire, suivre le football avec un angle différent, historique, social, sociétal, économique, géopolitique, ça, finalement, avant nous, j'ai le sentiment que personne ne le faisait. Et les gens sont demandeurs de ça. D'ailleurs, la preuve, toi, maintenant, tu es suivi par plus de 35 000 personnes sur Twitter et tu vas sortir un bouquin. Donc, c'est vraiment, je trouve, qu'il y a eu une évolution, en fait, dans la demande du public pour l'approche et la touche footballistique et même sportive en général. Bah, peut-être, comme tu l'as dit, qu'on avait tellement vu ces aspects matchs, statistiques, etc., et puis après, on est tellement fan de ce sport qu'on veut aller plus loin que le simple résultat. Après, le côté effectivement vulgarisation, je pense que c'est un peu le côté aussi réseaux sociaux qui peut faire ça, parce que on a beaucoup plus d'outils qui nous permettent de vulgariser les sujets pour comprendre aujourd'hui. Et puis après aussi, on est le côté pervers des réseaux sociaux et d'internet, c'est qu'on a énormément d'informations à consommer tous les jours. Donc celle qui va retenir l'attention du public, entre guillemets, c'est l'information qui sera soit la mieux présentée, soit la mieux vulgarisée. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à vulgariser sans tomber dans la facilité. Et bon, c'est pas facile tous les jours, mais c'est ce qu'il faut essayer de faire, parce que c'est vrai que c'est facile de réduire une idée de naître une idée en une seule ligne, quoi. Oui, oui. C'est aussi l'effet pervers des réseaux. Et là, maintenant, alors, par rapport à l'euro, j'imagine que ton actualité va être fournie. Tu as la sortie du livre. Ouais. Tu as les podcasts qui vont sortir. Tu disais à partir de quand les podcasts ? Alors, le livre, c'est à partir du 9 et les podcasts, c'est le 9. Et le podcast, c'est à partir du 11. Et après, du 11, il y en a 13 qui vont sortir à chaque journée de l'euro. Et donc, il y aura tous les jours. Ouais, tous les jours. Mais parce que 13, après, je ne sais pas si ça nous porte jusqu'à la fin de la phase de groupe. Mais ce sera une histoire de 5 minutes sur 11 pays, sur 13 pays différents, du coup. Et donc, à chaque fois, en rapport avec le match du jour, ou c'est juste un pays Oui, parfois c'est en lien avec ça peut être en lien avec le match, mais en général c'est plus en lien avec le pays, parce que c'est ce que j'avais essayé de faire pour le livre. Je me suis dit, tiens, il y a l'euro, est-ce que je peux faire entre guillemets 22 histoires 24 histoires sur les 24 pays de l'euro, mais en fait tout n'est pas faut pas tomber dans le tout est géopolitique, tout est politique. Parfois c'est pas qu'il y a rien, mais on peut pas en faire un chapitre, quoi. Donc surtout c'est pas qu'il y a rien, et parfois il y a pas que rien, parce que si ça avait été un chapitre sur l'Angleterre, l'Allemagne, la France, voilà. Et puis les chapitres peuvent être effectivement parfois tu as beaucoup plus à dire sur d'autres pays, donc ça aurait pu être assez déséquilibré. Donc je me suis dit, je vais partir de l'euro, parce que le livre va sortir à ce moment-là, et que c'est intéressant de comprendre un petit peu la construction de cette compétition, mais il faudra pas faire que ça, il faudra aller au-delà, quoi. Ce que je trouve intéressant, justement, parce que je pense à ça, un podcast. Alors, quel sera l'épisode sur l'équipe de France, par exemple ? Est-ce que tu as prévu un épisode sur l'équipe de France ? Pour l'instant, non, parce que en fait,
Je pense qu'il y a tellement d'autres contenus qui vont parler de l'équipe de France à ma place que moi, je vais pas rajouter grand-chose de plus. Je pensais à quelque chose, peut-être, j'avais lu, comment dire, sur ce côté France-Allemagne autour de Séville 82, parce que tu avais eu pas mal de journaux de l'époque qui avaient un discours guerrier sur, qui rappelait la Seconde Guerre mondiale, et qui maintenant, finalement, on se rend compte que France-Allemagne, c'est plus un match qui comment dire, qui caractérise la relation franco-allemande actuellement, c'est-à-dire une relation un peu d'amitié, un peu des puissances fortes de l'Europe qui doivent s'entendre pour que l'Europe fonctionne. Mais tu le vois comme ça, toi? Ouais, en fait, je dis ça comme ça parce que moi j'avais cette idée de chapitre, et finalement, en essayant de la développer, je me suis dit, ouais, c'est un peu alambiqué. Et si je parle du match Séville 82, c'est plus une histoire de Coupe du Monde. Et puis j'ai eu l'impression que tout a déjà été dit dessus. Et moi, c'est pour faire de la redite, ça m'intéressait pas quoi. D'accord. Ouais, mais c'est vrai que alors non, justement, parce que je pensais équipe de France, est-ce qu'il y avait un épisode spécifique sur l'équipe de France? Moi, ce que j'avais en tête, c'était le fait que, au final, après on pourra en parler après sur ce qui se passe aujourd'hui, mais finalement, on se rend compte que la France, dans son histoire récente sportive, enfin récente depuis la fin du 19e siècle, elle est quand même à l'origine des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde, de l'Euro, de la Ligue des Champions, de toutes les grandes compétitions sportives. Finalement, on les doit à l'équipe de France. Enfin, l'équipe de France, au pays, la France. Pierre de Coubertin pour les Jeux Olympiques, Jules Rimet pour la Coupe du Monde. L'Euro, tu le cites dans ton livre. C'est Henri Delaunay. Henri Delaunay, et son fils aussi qui après a repris qui fait un petit tour d'Europe pour convaincre les nations de l'Ouest et de l'Est de venir faire ce premier Euro. Et après, tu as l'équipe qui propose de créer une compétition des clubs européens. Donc la France, au final, alors on est quand même au niveau des clubs, on est quand même assez à la ramasse en termes de palmarès et de prestige. Bon, l'Euro et Coupe du Monde, on a quand même 2 Coupes du Monde et 2 Coupes d'Europe. Ça devrait aller. Mais c'est vrai que c'est tout le paradoxe. J'ai le sentiment que la France brille lors des congrès, des séminaires, des réunions, des rendez-vous géopolitiques. Mais après, sportivement, les équipes, elles ne répondent pas totalement aux exigences des diplomates. On est très bon en termes de diplomatie. Souvent, on a tendance à dire que le français est la langue de l'ONU, la langue officielle à l'ONU. Oui, effectivement, la France a une expérience et une histoire en diplomatie. Mais après, sportivement, l'équipe a créé la Ligue des Champions et au final, on a 93. Et puis même pour l'Euro et pour la Coupe du Monde, c'est arrivé assez tard comparé. Et ça arrivait assez tard. Ouais, comparé au succès. Bon, après l'Euro à 84 par rapport à 60, mais après, ouais, je sais pas, il y a toujours, parfois eu un peu ce côté avant chaque compétition aussi, peut-être, je sais pas, défaitiste par rapport à la France. Je sais pas pourquoi il y a eu ce côté-là, mais parce qu'il y a peut-être eu de mauvaises expériences ou il y a eu beaucoup d'attentes et du coup beaucoup de déceptions derrière. Mais ouais, c'est vrai qu'au niveau des clubs, ça serait une bonne étude à faire. Pourquoi est-ce qu'on a si peu de titres au niveau européen, alors que finalement il y a d'autres pays qui ont réussi, comme les Pays-Bas. Bon, après il y a des cas de pays de l'Est, mais bon, c'était à l'époque où ils étaient sous régime communiste, quoi. Donc, mais c'est vrai que, ou même le Portugal, hein, c'est vrai que ça me fait penser à. Je lisais la revue de l'Afterfoot où tu fais un article dedans, et il y avait l'article de Nicolas Villas qui disait que, en gros, le Portugal, c'était un petit pays, mais qu'ils arrivaient très bien à s'en sortir au niveau du football parce qu'ils avaient pris conscience, entre guillemets, de leur force, quoi. Et même si c'était un petit pays, ils avaient pris conscience que voilà quoi, comment il fallait faire pour se maintenir comme une équipe forte au niveau des clubs et au niveau international. Alors, Blibders MSF, je ne sais pas comment le prononcer, dit Larry Bosman nous a bien niqué. Oui et non, parce que Larry Bosman, c'est 95. Et la Ligue des Champions, donc la Coupe des clubs champions, c'est 58. Ouais, la Coupe des clubs champions, c'est 58. Et puis, de 58 à 93, t'as eu que l'OM. Donc, oui, c'est vrai que Larry Bosman, après, ça
J'avais revu récemment un graphique qui montrait effectivement les derniers champions, et après tu vois effectivement que t'as beaucoup moins d'autres pays que les 5 grands, enfin les 4 grands, parce que nous on Et n'est pas rappelons dedans. aussi qu'avant la réforme de la Ligue des Champions en 92, avant, c'était quand même une organisation assez particulière, ou même les premières éditions, c'était en phase à élimination directe. Il n'y avait pas de poule, et comme on l'a aujourd'hui, où c'était une rencontre. Alors, est-ce qu'il y avait à l'époque déjà les retours, ou c'était un match sec, les premières éditions? Moi j'aurais tendance à dire que c'était aller-retour, parce En tout cas, il n'y avait pas les phases de poule, il n'y avait pas les durées comme ça, comme on l'a aujourd'hui avec. Je te dis ça parce que pour l'Euro 60, du coup, c'est un peu pareil. Au début, il y avait que des matchs éliminatoires et il y avait des matchs aller-retour. Et je pense que ce côté engouement populaire, il fallait absolument que l'équipe joue chez elle et joue chez l'autre. D'ailleurs, ça vient de là, la règle des buts à l'extérieur. Enfin, des buts qui ne comptent pas double à l'extérieur, mais la règle des buts à l'extérieur, ça vient de cette organisation avec les matchs aller-retour domicile-extérieur. Pour éviter à ce qu'il y ait des. Je pense, parce qu'à l'époque, tu avais des stades avec parfois plus de 80, enfin plus de la finale Real Madrid-Fiorentina, j'en parle dans le bouquin, c'est 127 000 personnes. Bon, là, c'est un match unique, mais tu joues, je sais pas, à Bernabeu où tu as 100 000 personnes, oui, forcément, tu es influencé, quoi. Donc, si tu arrives à gagner là-bas, tu es content, quoi. Il y en a beaucoup de propriétaires de clubs en France qui n'y connaissent rien et ne savent pas s'entourer de personnes compétentes dans le recrutement. Le développement sportif en France, et notamment chez les jeunes, doit être profondément réformé pour moi. D'ailleurs, c'est vrai, parce que finalement, la géopolitique, c'est aussi une discipline qui met l'histoire, l'économie, la sociologie, l'actualité. Si on parle un peu d'actualité, même d'avenir, parce que tu en as parlé, tu as parlé du Brexit, tu as parlé de la Super League. Est-ce que tu as parlé de la crise du Covid aussi? Je ne sais pas si dans tes fils Twitter, tu as pu faire un thread sur. J'en parle un petit peu dans chaque thread qui sont un peu d'actualité, mais après, j'en ai pas fait un spécifique parce que ça me semble. Je trouve que c'est encore trop tôt à mon niveau, moi, parce que à chaque fois, j'essaye d'avoir un peu un recul. Et pour l'instant, je lis pas mal d'articles autour de ça, mais j'ai pas trouvé le bon biais pour en parler. Donc peut-être après dans quelques mois, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, j'ai pas une vision. En plus, si je fais un sujet dessus, j'aimerais bien avoir un sujet un peu global. Et là, actuellement, j'ai pas toutes les cartes en main pour le faire. Après l'Euro, peut-être pas, ou alors après la reprise des championnats. Mais c'est vrai que déjà, c'est ça, effectivement. Mais alors, justement, comme tu as une portée large, globale et une parfaite connaissance du sujet et de son histoire, bien connaître le passé pour mieux apprendre le futur, comment tu vois l'avenir du football à la fois français et européen, avec tout ce qui se trame actuellement, crise du Covid, droit TV, Ligue 1 à 18, Super Ligue européenne, réforme de la Ligue des Champions. Comment, toi, à ton niveau, et avec toutes tes connaissances, comment tu vois et tu imagines le football de demain? C'est une très bonne question. Vous avez 2 minutes. Non, le football de demain. Moi, je pense que après, moi, j'ai une vision un peu romantique du football, hein, donc je me dis toujours, on va pouvoir revoir de l'enjeu en Ligue des Champions entre des clubs qu'on ne voit jamais, mais ce sera pas le cas, quoi. Des belles histoires comme l'Ajax ou l'Atalanta, on en verra que rarement tous les 5 ans, etc. Parce qu'après, ces clubs-là, ils n'ont pas les moyens financiers de rivaliser et du coup, ils se font dépouiller. Mais non, moi, dans 5 ans, je vois toujours en tout cas des championnats nationaux, parce que les championnats nationaux, ça reste quand même historiquement des compétitions fortes. Mais par contre, je pense qu'il va y avoir plus de compétitions fermées. Donc, est-ce que ce sera une Super League? Si c'est pas là, en tout cas, ça en prend quand même le chemin. Il y a quand même l'initiative à rater, mais pourquoi pas à l'avenir, ça pourra reprendre. Après, par contre, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir un enchaînement de compétitions assez hallucinant et que tout le monde va vouloir un petit peu s'accaparer, avoir sa compétition. On voit déjà la FIFA qui veut avoir sa Ligue des champions des clubs mondiaux. Elle veut aussi développer plus la Coupe du Monde. Et après, je sais pas si j'imagine vraiment si les GAFA veulent se mettre là-dedans et si Amazon veut sa propre ligue, ils sortent le chéquier. Et puis on peut le voir que effectivement, les clubs, en tout cas les propriétaires des clubs, l'aspect historique, Angleterre, Italie, championnats nationaux, ils en ont pas grand-chose à faire, quoi. Donc après, il restera quand même, si on embraye vers ce chemin-là,
j'ose espérer qu'il restera encore les supporters et les joueurs pour mettre le haut là. Bah, en Angleterre, en tout cas, on l'a vu que ça a quand même considérablement joué, quoi. Après, Ouais. c'était pas le cas. Enfin, moi, il y a qu'en Angleterre où j'ai vu cet engouement-là. Après, pour les autres pays, beaucoup moins qu'en Angleterre. Bon, en Angleterre, en tout cas, ils ont les supporters. On sent vraiment que là, pour le coup, quand il y a eu la fronde au niveau des différents clubs, on sent vraiment que c'est la terre du football, quoi. Ah oui, totalement, totalement. Après, ils étaient 6, hein, donc peut-être que l'effet de nombre a plus joué en Angleterre qu'ailleurs, parce qu'il y avait les 6 groupes de Ouais. supporters des 6 clubs représentés Ouais. qui ont été visibles, qui sont affichés. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, tu as eu cette fronde. Mais c'est reste quand même, parce que c'est vrai que si je te suis, c'est vrai que quand tu vois à la fois la FIFA qui veut faire son mondial tous les 2 ans, qui veut faire une Coupe du Monde des clubs, l'Euro qui maintenant est à 24, la Coupe du Monde sera 48 nations en 2026. La Chine, on n'en a pas parlé d'ailleurs, parce que c'est aussi un sujet très important, la Chine, pour l'avenir du football, qui veut devenir. D'ailleurs, je crois que tu étais intervenu dans l'after à ce sujet sur la Chine. Ouais, là, par récemment. contre, c'était assez improbable parce que le matin, j'avais partagé une actu sur la Chine. Et j'avais pas refait de sujet dessus. Et là, c'est Riolo qui me laisse un tweet qui me fait: tu veux parler de la Chine ce soir dans l'after? Je fais OK. Et bon, après, et du coup, moi, j'avais déjà fait un sujet dessus, mais j'ai quand même dû me remettre un peu à jour pour passer. Mais ouais, j'avais fait un sujet récemment sur la Chine pour en tout cas expliquer que leur objectif, c'est effectivement d'avoir une équipe nationale compétitive et que par le passé, leur stratégie, c'était d'investir en masse dans le football européen pour ensuite placer leurs joueurs. Mais ça n'a pas marché. Donc, du coup, maintenant, ils font machine arrière et ils mettent tous les moyens dans la formation et ils essayent d'avoir une équipe nationale importante. Mais là, ils veulent aller vite. Donc, du coup, ils ont naturalisé des joueurs alors que c'est pas du tout leur politique. Ouais. Et puis là, ils sont loin du premier du groupe de la Syrie. Donc, je pense pas qu'on les verra au Qatar. Ils sont deuxième, c'est ça, je crois. Ouais, ils sont deuxième, mais je crois qu'ils ont 5 points de retard. Et ça me semble compliqué. Et puis en plus, attends, c'est le premier qui est qualifié ou il passe par des barrages? Et non, en plus, là, tu vois, ouais, ça doit être le deuxième tour. Après, tu as un autre tour. Et si ça n'a pas changé, si je dis pas de bêtises, après, tu as 2 groupes. Et dans ces 2 groupes, tu as les 2 premiers qui sont qualifiés et tu as les 2 troisièmes qui font un match de barrage. Et après, je crois que tu as encore un match de barrage. Donc, en fait, là. Alors, ça veut dire que là, la Syrie, elle est première, mais ça ne veut pas dire que terminant première, elle sera qualifiée au mondial. Non, elle sera qualifiée au troisième tour. Au troisième tour. Et après, au troisième tour, enfin, je vais revérifier, mais je crois que tu as 2 groupes et les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés. Tu as 2 groupes de 5, les 2 premiers sont qualifiés et après, tu as les 2 troisièmes qui se font un match de barrage et après, je crois que tu as un autre barrage derrière. Et la Coupe du Monde à 48 nations pour 2026, on est d'accord que c'est aussi pour ouvrir des places aux nations asiatiques, notamment la Chine et l'Inde, qui devraient être l'avenir du football. Bah oui, il y a de ça. Un marché incommensurable. Il y a ça, et puis il y a le fait que la FIFA va essayer sur la FIFA, Infantino veut faire plaisir un peu à tout le monde. Ouais. Ensuite, parce que la FIFA, c'est comme pour toutes les organisations de football, c'est voix. Donc, en gros, voilà, s'il fait ça, il sait qu'il a la voix des nations africaines et des nations asiatiques derrière, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que c'est une question, la représentation des équipes des équipes des fédérations continentales dans le football, ça avait posé pas mal de questions dans les premières Coupes du Monde. Hein. Tu avais eu aussi des boycotts qui avaient pu avoir lieu autour de ça, quoi. Alors c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet, en plus c'est bientôt la fin, donc on va pas s'étaler, mais c'est vrai que moi c'est un sujet qui m'avait toujours interpellé sur la démocratie du football, et notamment la démocratie au sein de la FIFA. Donc ça fonctionne à travers une assemblée générale où toutes les fédérations sont représentées, mais elles sont représentées à part égalitaire. Autrement dit, le Brésil, la France et l'Allemagne pèsent autant que Saint-Marin, Andorre et les îles Vierges britanniques. Ouais, en termes de vote, ouais, c'est ça. C'est un pays, une voix. C'est un pays, une voix. Donc, me fera-t-on dire que au niveau de la corruption, c'est beaucoup plus facile de corrompre des petits pays qui pèsent autant que la France, l'Allemagne et le Brésil? Ah c'est sûr. Après, de toute façon, après, t'as le cas là, mais t'as aussi pas. C'est extrêmement compliqué parce que c'est un débat démocratique qu'on pose, et ça voudrait dire de quel droit on devrait accorder à la France, à l'Allemagne plus de poids que d'autres pays. Alors, on pourrait le dire que parce qu'ils ont gagné une Coupe du Monde. Est-ce qu'on dirait aussi, en termes de nombre de licenciés, par exemple, est-ce qu'on devrait accorder plus de poids par rapport au nombre de licenciés dans un pays? Et dans ces cas-là, un petit pays comme la Belgique
seraient sous-représentés parce qu'ils seraient malheureusement petits, c'est quand même un débat extrêmement compliqué. De dire, voilà, on n'a pas le droit de donner autant de pouvoir, etc., c'est dur à dire. Ah, effectivement, ouais, non, mais ça pose une vraie question. Après, bon, de toute façon, tu as aussi ces débats-là qui. Enfin, Merci ça, Philbou, il va acheter ton livre. Ah, bah, merci beaucoup, Philbou, excellent. Mais du coup, ouais, non, mais moi, ça me fait penser aussi à des cas tu parlais de corruption, ça me fait penser à l'ONU, où parfois tu as des. Là, puis en plus, j'ai fait un passage sur le Kosovo où le Kosovo, il y a la Serbie et la Russie qui parfois, comment dire, font de l'influence parfois auprès de certains pays pour qui retirent la reconnaissance du Kosovo au niveau international. Et donc après, ça peut influencer des voix au niveau de l'ONU, etc. Et puis ça peut influencer aussi des voix au niveau de l'UEFA ou de la FIFA, et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que parfois, tu as des pays qui sont reconnus par des organisations de football, dans le cas là, il y a le Kosovo, et c'est pas reconnu par l'ONU, donc parfois, ça pose aussi la question parfois du poids de la FIFA, finalement, c'est un poids beaucoup plus politique que l'ONU aujourd'hui, quoi. Ouais, enfin, c'est passionnant. Il y a même, parce que j'y pense tout de suite, mais ça m'étonnerait qu'on se lance dans ce sujet, il y a aussi la question de la Palestine. La Palestine, ils ont une équipe reconnue à la FIFA. Ouais, tout à fait. Après, et donc, ils participent aux qualifications asiatiques. Ouais, tout à fait. Ils participent aux qualifications asiatiques. Je ne sais pas où elles se situent, mais en tout cas, ouais, il y a bien une équipe de Palestine. Et après, du coup, ça pose aussi la question de Israël. Et eux, c'est vrai que ça a été une sélection qui Israël aussi, l'UEFA, qui s'était fait exclure de la Confédération asiatique, qui après avait été un petit peu, qui n'avait pas de fédération entre les années 70-80. Ils avaient dû faire des éliminatoires pour la Confédération d'Océanie pour le Mondial 90, je crois. Et après, c'est l'UEFA qui les a admis au début des années 90. Mais effectivement, c'est pas des questions simples. Et puis après, il y a des questions aussi. Tu vois, il y a l'Azerbaïdjan, il y a des matchs à Bakou, ou le Kazakhstan. Et eux, ils ont fait. Plus pour le Kazakhstan, c'est quand ils ont fait les matchs contre la France, il expliquait très bien, c'est que ils ont fait le choix de l'UEFA parce que l'UEFA, quand tu es membre de l'UEFA, tu as plus entre guillemets d'importance que quand tu es membre de la Confédération asiatique, tu as plus d'exposition, tu joues contre des plus grosses équipes, donc tu peux plus mettre ton pays en avant. Il y a ça aussi. Et j'y pense aussi, alors après on va s'arrêter parce que sinon ça va durer 2 heures, mais je pense aussi dans le même cas de figure, de l'Australie, Confédération océanienne ou océanique, qui a demandé à jouer dans la Confédération asiatique pour avoir plus de chances de se qualifier au mondial que si ça avait été en Confédération de l'Océanie. Un changement comme ça. Ouais, mais là, c'est pas forcément pour se qualifier plus, mais c'est parce que je pense que l'Australie souhaitait avoir des confrontations d'un meilleur niveau, ouais. Et là, c'est pareil pour la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, il y a une fois où Tahiti avait réussi à avoir la Coupe d'Océanie. Parce que la Nouvelle-Zélande, maintenant, fait toujours partie de l'Océanie. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est la Nouvelle-Zélande qui marche sur les éliminatoires. Et eux, ils pourraient aussi se poser la question, pourquoi est-ce qu'on va pas faire comme l'Australie finalement? Parce que, les matchs qu'ils font, ils se qualifient très facilement pour les barrages de la Coupe du Monde. Mais après, ils jouent contre le 5e d'Amérique du Sud, c'est ça. Je crois que c'est toujours ça, ouais, effectivement. Et donc, à chaque fois, c'est l'Uruguay, parce que je pense à chaque fois les matchs contre l'Uruguay, Nouvelle-Zélande, il y a eu ça pour le dernier mondial. C'est ça. Donc, eux aussi peuvent se poser la question là, parce qu'après, c'est vrai que au niveau des équipes d'Océanie, c'est compliqué parce que le niveau est faible. Et puis après, tu as aussi le problème au niveau de l'Océanie, au niveau des déplacements, au niveau des matchs, parce que c'est un territoire gigantesque. Et puis parfois, tu n'as pas d'infrastructure là-dedans. Et notamment, je parle des îles Tuvalu dans le bouquin. Mais il ne pourrait pas avoir le projet de fusionner ou d'intégrer la Confédération océanique à la Confédération asiatique et passer par un tour préliminaire pour éviter justement ce genre de... Alors, il pourrait, mais après, en termes de déplacement, ce serait quand même assez Parce que la Coupe du Monde à 48, est-ce que la Mhm. Coupe du Monde à 48 en 2026 va garantir une place certaine aux meilleurs de la Confédération océanique? Ça, je sais pas, mais... Comme pour les Coupes des Confédérations à l'époque, je me rappelle les Coupes il y avait eu la Coupe des Confédérations, c'était en 2000, celle qui avait lieu en France, en 2003, je crois, de mémoire, avec la Nouvelle-Zélande. C'est vrai que la Nouvelle-Zélande, la France, je crois qu'elle avait fait 5 ou 6-0, mais parce qu'elle avait joué en marchant. Ça progresse. Après, t'as quand même, je crois que c'est Chris Wood, tu as l'attaquant de Burnley qui marche. Ils font le haka avant les matchs?
Ça, je pense pas. Je suis pas sûr de ma réponse, mais je pense pas. Mais après, ouais, non, effectivement, enfin, c'est un peu comme le rugby au Pays de Galles, parce que je parle de ça parce que j'ai fait le sujet récemment. C'est que je pense que l'équipe de rugby à 15 de Nouvelle-Zélande a beaucoup plus de valeur symbolique dans la conscience nationale que l'équipe Ouais. de football, quoi. Ouais. D'ailleurs, dernière question, après on s'arrêtera là. FC Geopolitics. FC, uniquement FC, ou un jour tu vas peut-être te consacrer au tennis, au rugby, au hand, au volley, à la Formule 1, à d'autres disciplines sportives? Alors, tennis, je pense pas, parce que comme je l'ai tweeté sur mon compte perso, Roland Garros, les années passent et ça m'intéresse de moins en moins. Je sais pas pourquoi, si c'est le fait Il qu'il n'y a y a plus pas de Français, c'est pour il y a ça. plus de, il y a plus de Français, ou si parce que j'ai l'impression qu'au tour finaux, il y a toujours les mêmes personnes. J'avais fait beaucoup de sujets sur le cyclisme, moi, parce que je trouve que c'est un sujet qui était vachement intéressant. Pour le dernier Tour de France, j'avais fait sur la Slovénie, sur Israel Startup Nation. J'avais fait des sujets aussi avec Vélo Futé sur le Giro et pourquoi pas aussi sur un peu l'exposition médiatique que permet le Tour de France et de mettre en lumière aussi le territoire français. Et le cyclisme, c'est un très bon sujet de géopolitique, parce que du coup, tu as ce côté tour dans différents pays, tu as ce côté maillots qui peuvent véhiculer des messages. Et non, bah après, moi, ouais, non, mais le FC géopolitique, est voué à devenir omnisport, surtout que tu vas voir les JO derrière. Après, c'est vrai que moi, je prends le cyclisme parce que c'est un sport que j'affectionne particulièrement, mais ça pourrait être sur d'autres sports. Mais pour l'instant, ouais, j'ai fait que le cyclisme, et j'ai fait le ping-pong, parce que t'avais un, comment dire, un cas de diplomatie du ping-pong Ouais, entre les États-Unis et la Chine. la Et Chine. puis, Ouais. parce que j'adore Forrest Gump, et t'as une Ouais. scène dedans aussi. Mais pour d'autres sports, carrément, en plus, en vue des JO, c'est le moment ou jamais de faire du Ouais. FC Géopolitique. C'est un club omnisport. Bah, comme c'est Grenoble en rugby, c'est le FC Grenoble, alors que c'est un club de rugby. Bah, voilà, tu pourras devenir un club omnisport, le FC Géopolitics, cyclisme, rugby, football, ping-pong, badminton, C'est ça. course à pied, marathon, triathlon, tous les sports confondus. Et encore plus Exactement. pour les JO, ça va être assez très intéressant. Alors, je remets hop la couverture du livre pour que tout le monde en fasse l'acquisition. Très bon livre que j'ai commencé à lire et que j'espère trouver dans ma boîte aux lettres dans les prochains jours. Ah, ça Si la dépend de la Poste poste, hein, ouais. daigne envoyer mon courrier. En tout cas, merci beaucoup, Kevin Bah, merci Vessière. à toi, hein, c'était cool. Et merci à tous d'être venus. La rediff BAT 1009, ouais, sur Twitch, dès la fin du live, tu peux la retrouver automatiquement sur Twitch. Merci à tous encore d'avoir été là. Le bouquin, alors, Football Club Géopolitics. C'est pas FC, alors si, c'est FC Géopolitics. Bah ouais, c'est le choix fait de faire football club, parce que du coup c'était beaucoup plus parlant FC, ça parle, mais pas forcément à tout le monde. Donc comme ça, l'important c'était surtout d'avoir football et géopolitique dans le titre, quoi. Et donc, il sort le 9 juin aux éditions Mhm. Max Milo. Vous pouvez trouver donc sur toutes les Fnac, Amazon, les librairies de quartier, partout. Il sera disponible avant l'Euro. Et pendant l'Euro, je le répète, tu as aussi donc le podcast, qui a un nom d'ailleurs, le podcast. Ah, le podcast, on a beaucoup cherché, on l'a appelé Football Club Géopolitics aussi. Là, ce sera avec. Oh Il y a eu brainstorming, il y a eu Ouais, réflexion, c'est il y a eu ça. enquête. Là, ça a duré au moins 5 jours, quoi. Et là, ce sera avec Podio. Donc, le podcast, il sera à deux voix. Ce sera ma voix et celle de François Pinet, qui est journaliste à RMC. Et l'idée, c'est pour les 13 premiers matchs de l'Euro, de raconter une histoire autour d'une équipe qui va jouer. Et c'est toujours des histoires qui dépassent le cadre du football, même si on n'hésite pas à parler de quelques joueurs qui sentent bon les années 90, comme Peter Schmeichel ou Davor Suker, pour un petit peu réveiller ce côté vintage des euros, quoi. Très bien. Eh bien, voilà. C'est entendu. Donc, à partir du début de l'Euro du 11, tous les jours, 13 épisodes sur une équipe différente à chaque fois. Merci encore, Kevin. Ouais, merci à Ton toi. livre Football Club Géopolitics, audition Max Milo, qui sort c'est donc mardi 9, si je dis pas de bêtises. Le mercredi 9, ouais. Mercredi 9 juin. Le mien sur le 17. Donc, on ne pourra pas se faire concurrence comme ça. Ah, cool. Bah, on en avait discuté avant, c'est pour ça. Voilà, il y a eu entente. Génial. Bah écoute, merci encore. Merci à tous d'avoir été là. La rediff est dispo tout de suite sur Twitch. Merci encore à toutes et à tous. Tu as un pronostic pour ce soir d'ailleurs, pour le match?
Bon, j'espère qu'on va gagner parce que quand même le Pays de Galles c'est pas très fort. Après, d'un autre côté, si on fait un mauvais résultat maintenant, au moins on pourra faire les rééquilibrages pour l'Euro. Donc peut-être pas trop. Ouais, mais alors, si on a un mauvais résultat alors qu'on a mis quand même Griezmann, Mbappé et Benzema en attaque, non, mais le problème c'est que là, là, le problème c'est que si on marque pas, les titres ça va être entre guillemets c'est la faute de Benzema c'est ce qu'a dit Anelka hier. C'est pas parce Anelka a été interrogé sur le sujet, il a dit ça, il a dit il y a trop de pression là. c'est pas Si parce on que se loupe, on dira que c'est forcément la faute de Benzema. Ouais, c'est pas parce que tu mets les attaquants les plus prolifiques au monde ensemble que ça a tout de suite matché. Je pense qu'il leur faudra un peu de temps, mais bon, je pense qu'on veut, avec l'équipe de France, surtout avant un Euro, au niveau des supporters, nous on veut toujours tout très vite, quoi. Donc, moi je serais patient pour ce match. J'espère la victoire. S'il y a match nul ou défaite, ce que j'espère pas du tout, entre guillemets, on pourra rééquilibrer juste avant l'Euro. L'objectif c'est l'Euro, c'est pas France Pays de Galles, quoi. Bon, après, on avait perdu nos matchs amicaux en 2010, hein, et notamment contre la Chine. Ah oui. C'est pas remis en question pour autant. C'est ça, c'est vrai. Effectivement. Qu'on gagne, qu'on perde, on est particulier, nous, Français. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Kevin Vessière, FC Géopolitics, Football Club Géopolitics, audition Max Milo, qui sort mercredi prochain, le 9 juin, et le podcast à partir du 11 juin, tous les jours, des épisodes de 5 minutes sur les équipes de l'Euro. Merci encore, et merci à tous d'avoir été là. Et on se dit à la prochaine. Allez. Merci. Salut. Salut. Bonne soirée.